Très bien. Merci Alors, beaucoup. je vais déjà dire une chose, c'est que la BPI m'accompagne depuis ma création, d'abord en financement court terme et puis depuis maintenant 5 ans à mon capital. Donc elle a eu un rôle tout à fait important que j'apprécie beaucoup. Je suppose que c'est pour ça qu'ils m'ont invité. Donc si vous voulez entendre dire du mal de la BPI, vous pouvez quitter la salle, ce ne sera pas le cas. Bon, ben, merci beaucoup. Et puis après avoir vu le cours de notre ami italien, je suis désolé, mais vous allez entendre parler Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que moi je fais de l'immatériel sans le savoir, et donc je vais vous raconter mon histoire d'entrepreneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, effectivement, j'ai dirigé 15 000 personnes à la Générale des Eaux de division. Et puis un jour, j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'ai eu de la chance. C'est-à-dire que j'avais racheté une entreprise pour le compte de la Générale des Eaux et Jean-Marie Messier m'a demandé de la revendre. Et à ce moment-là, j'ai levé le doigt et j'ai dit, écoutez, je vous avais promis de vous en faire quelque chose de très bien. Mais si vous tenez absolument à ce que je la revende, est-ce que je peux la racheter? Et pour compléter le propos, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc la première réponse à la question, c'était oui, vous avez le droit de la racheter. La deuxième, c'est écoutez, soyez gentil, prêtez-moi de l'argent, je ne suis pas fils de famille. Donc c'est mon nom, c'est Petit Huguenin, pas Rothschild. Donc prêtez-moi de l'argent pour que je puisse vous la racheter. C'est le début de l'aventure Paprec. Qui supposait un certain courage parce que quand même je me suis retrouvé avec ma 205 dans des Algeco en quittant 3 secrétaires, la moquette épaisse et les huissiers à chaîne de la compagnie. Donc le choc de culture était fort et pendant une dizaine d'années j'ai symbolisé le raté qui avait choisi de monter sa propre boîte. On est dans les années 90 et à l'époque c'est beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui, et je suis ravi de voir la passion pour les entrepreneurs qui a monté dans ce pays au fur et à mesure des années, et qui est quelque chose d'absolument très important, et là où la BPI justement a joué un rôle à mon avis fondamental pour amorcer la pompe et continuer et mettre en valeur ces gens-là, et on le voit bien avec les dernières réformes. Donc je suis parti de rien, et puis aujourd'hui 8000 salariés, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Pourquoi succès? Eh bien, d'abord parce que je suis dans le bon secteur, le secteur de l'écologie, pour faire simple. J'ai en fait à l'époque une passion pour l'écologie qui fait que je vais me dire je peux y aller. Et pour rappeler... J'aime bien les anecdotes parce qu'elles disent beaucoup de choses. J'avais un camarade de promo en 93, il apprend en 94 que je quitte la Générale des Eaux pour monter une affaire dans le recyclage. Et il m'appelle, il est directeur de la stratégie de la Lyonnaise des Eaux à l'époque. Vous savez, le truc qui s'appelle Suez aujourd'hui. Et il me dit, qu'est-ce que tu vas faire dans un métier sans aucun avenir? Je crois qu'aujourd'hui, les gens diraient plus tout à fait la même chose. Et là, peut-être qu'on peut en venir à une première partie sur l'immatériel. Quand j'étais à la Générale des Eaux, l'objectif de la Générale, c'était il faut avoir un bon contrat, et quel que soit le con que vous mettez à la tête de ce bon contrat, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, votre contrat sera rentable. Donc l'objectif, c'était d'avoir des bons contrats et... on pouvait mettre à peu près n'importe qui. Et c'était un objectif recherché. C'est-à-dire que dans ce qu'on me fixait, on me fixait comme objectif. Là, je vois qu'il sourit dans la salle. Peut-être parce que mon langage n'est pas politiquement correct. Mais je suis sûr que vous êtes très nombreux dans la salle, dans des grands groupes, à avoir vu des patrons qui vous disent ce serait quand même fondamental qu'on dépende un peu moins des hommes. Vous comprenez, si vous étiez bien organisé, on pourrait changer tel ou tel truc, ça marcherait beaucoup mieux. Et moi, j'étais dans un métier dans le recyclage où les caractéristiques du métier, la complexité du métier et surtout les fluctuations continuelles, incessantes, puisque
on rentre un déchet, on fabrique une matière première dans une usine et on finit sur un marché international. Et malheureusement, sur ce marché international, ça fluctue dans des proportions considérables. Je vous parle à l'instant où la Chine vient de fermer ses frontières. Premier importateur mondial de matières premières issues du recyclage, 30 millions de tonnes de papier qui allaient en Chine, 9 millions de tonnes de plastique qui allaient en Chine. Ils ont la deuxième papeterie mondiale du monde, et si on prend en fabriquant à partir de fibres recyclées, la première mondiale. On se demande comment ils vont faire en ayant fermé leurs frontières. Je sais, pour nous, c'est un tsunami. Alors je vous raconte ça, pourquoi ? Parce que comme on a des fluctuations incroyables, si vous n'avez pas des patrons qui réfléchissent, très rapides, eh bien, vous ne pouvez jamais gagner d'argent. C'est aussi simple que ça. Ah, et encore dans mon groupe aujourd'hui, si je mise sur le mauvais patron dans une usine donnée, mon usine perd de l'argent, je remplace par un bon patron, l'usine gagne de l'argent. C'est quand même absolument sidérant. Et donc je me suis dit, eh bien moi je vais essayer de transformer un défaut. Vous dépendez des hommes, petits huguelins, et des femmes, hein. C'est homme au sens générique. Vous dépendez de ces gens-là, donc essayez de vous organiser un peu mieux, ce qui était... Et j'ai essayé de transformer ça en me disant, puisque c'est intrinsèque à mon métier, moi je vais parier sur les hommes et les femmes. Et donc j'ai fait énormément de choses pour que les gens soient heureux chez moi, développent leur qualité, en me disant, de toute façon, je ne peux pas faire autrement. Donc je voulais vous citer quelques exemples de choses que j'ai faites. Alors, la première, c'est de parier sur l'écologie et les valeurs. Et vraiment, en 30 ans de temps, si je vois un très grand changement sur cette planète, c'est la prise de conscience écolo. Je vous assure qu'au début des années 90, personne, je dis bien personne, n'était intéressé par l'avenir de la planète. On n'avait pas de prise de conscience réelle, et nous-mêmes, on faisait des trucs inadmissibles. C'est-à-dire qu'un grand industriel pouvait rejeter dans la mer... écoutez, je viens de visiter... J'étais passionné pour comprendre si Madame Ségolène Royal avait eu raison de vouloir interdire l'usine d'alumine de Gardanne, qui fabrique les fameuses boues rouges. Et si M. Valls, que je connais par ailleurs, les deux je les connais, était un irresponsable à vouloir autoriser cette entreprise. Alors, je suis revenu maintenant, après avoir vu le dossier, en pensant que Valls était conséquent et que Ségolène faisait de la com et avait tort. Comme ça, je vais vous dire ce que je pense. Dans la mesure où, je ne sais pas si vous le savez, mais cette usine ne relâche plus de boue rouge dans la Méditerranée. Elle a arrêté l'année dernière. Il n'y a plus 1 kilo de boue rouge qui vont dans la Méditerranée. Ce qui reste maintenant, c'est de l'eau avec un certain nombre de produits, dont de la soude, mais qui réagit dans la mer. Et semble-t-il, le niveau de pollution est extraordinairement faible. Et c'est pour ça que le préfet, c'est pour ça que les DRIR, c'est pour ça que Valls ont rendu cet arbitrage. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que, au fond, si on se rappelle bien, il y a 30 ans, un très grand groupe français qui s'appelait Péchinet a décidé qu'une de ces grandes usines pouvait balancer dans la mer Méditerranée ses boues rouges avec des tonnes alors des centaines ou des milliers de tonnes de boue, incorporant du mercure, incorporant du plomb, incorporant de l'aluminium, etc. C'est juste pour montrer le changement. Moi, je trouve que c'est un changement absolument fondamental. Alors moi, j'ai essayé de le rendre très positif dans mon groupe, c'est-à-dire que j'attire des écolos. J'attire des gens qui ont des très gros diplômes, d'ailleurs maintenant, et qui tout d'un coup se passionnent et disent écoutez, moi je veux que ma vie ait du sens et je veux bosser dans une entreprise qui donne du sens, et par voie de conséquence, faites-moi, j'ai envie de venir. Et j'ai dit, je voulais, quand j'étais petit, je raconte cette histoire, quand je travaillais pas bien. Normalement, je travaillais bien à l'école, mais s'il m'arrivait de ramener des mauvaises notes, ma mère me disait tu finiras éboueur. À son grand désespoir, je suis tombé dans les poubelles plus tard, mais le vrai succès pour moi, ça a été quand j'ai vu des X-Mines postuler chez moi en me disant il y a plus d'avenir dans l'écologie que dans les télécoms, donc je vais venir dans votre métier. Un point
pour les entrepreneurs qui sont dans la salle et qui sont intéressés, quand on parle de l'immatériel et qu'on parle des valeurs humaines, on a toujours le sentiment qu'on parle de quelque chose. Vous ne rencontrez pas de patrons qui vous disent « Écoutez, les hommes ne sont pas clés dans mon organisation ». Maintenant, je vais vous prendre des exemples très concrets de ce que je fais. Je suis arrivé dans ce secteur-là, il y avait exactement 2% d'emplois féminins. Aujourd'hui, j'ai 45% de cadres féminins, j'ai 25% de... Ah oui, avec un programme spécifique sur les femmes, et en particulier, un programme très important pour accompagner les femmes qui ont des enfants, avec du coaching d'autres femmes qui ont eu des enfants, avec des crèches d'entreprise, pour qu'une femme qui a un enfant, non seulement on la félicite, mais on trouve les moyens de ne pas arrêter sa carrière dans l'entreprise, qui est absolument clé. Absolument clé. Bon, autre exemple que je pourrais vous donner, une initiative qui s'appelle les Castors d'Or. Chaque année, on désigne de façon symbolique les 25 ou 30 meilleures personnes de notre société. Ça existe dans les sociétés américaines en particulier, avec l'employé du mois. Donc nous, c'est l'employé de l'année, le trieur de l'année, le cariste de l'année, etc. Et c'est très symbolique parce que tous ces gens-là vont partir dans un grand voyage au bout du monde qui réunit l'ouvrier trieur chez nous et le grand directeur. Donc, autre exemple que je pourrais vous donner, je passe une journée par mois, tous les mois, pour discuter avec ma DRH et avec mes grands patrons de la carrière de chaque cadre ou agent de maîtrise de mon groupe. Ça va vous paraître étonnant, mais un jour par mois, c'est un vrai investissement. Et deux déjeuners par mois, je reçois des cadres ou des agents de maîtrise anonymes qui ne me connaissent pas, parce que vous imaginez, hein, c'est 8000 salariés, c'est maintenant 2000 cadres et agents de maîtrise. J'ai du mal à tous les connaître. Et donc, on va m'envoyer ça. Autre exemple, là encore plus impressionnant, je passe tous les mois d'avril, je passe 3 semaines du mois d'avril, complet, à demander à chaque directeur d'usine de venir plancher devant moi sur ses propres collaborateurs, en plus de notre programme de détection des talents, c'est-à-dire un bon directeur, il doit pouvoir me parler de ses cadres et de ses agents de maîtrise. Et je peux vous dire que quand il planche devant moi, et son propre patron, la DRH, on sent le directeur qui connaît ses hommes ou ses femmes sous lui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est intéressé à leur avenir? Est-ce qu'il a détecté les gens? Alors, tout ça pour vous raconter de façon très concrète, hein, j'ai dit que je ferais du Monsieur Jourdain, comment on peut, sur un immatériel comme la valeur des hommes et des femmes, vraiment se dire « je mets un programme en place ». La dernière chose que j'ai faite, et que vous connaissez peut-être, c'était il y a une affiche obligatoire dans chacune de mes usines, à l'entrée de mon usine, partout. C'est une charte de la diversité, de la laïcité. Une charte qui dit « nous sommes fiers de nos différences de race, de culture, d'origine, de formation ». Et ça, c'est très important parce que si on veut pouvoir intégrer un certain nombre de gens, je crois sincèrement qu'il faut avoir cette charte sur la diversité. Mais on allait encore plus loin, puisqu'on a fait voter à l'unanimité une charte de la laïcité qui dit qu'on veut appliquer en entreprise la laïcité, mais comme c'est légèrement polémique, vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez. Mais les valeurs, c'est quelque chose d'absolument fondamental et dans l'immatériel. Puis après, je voulais vous parler de 2 autres immatériels. Alors, le premier, quand vous rachetez des affaires, l'immatériel le plus important qui se crée, c'est les goodwill, hein, quand même. Hein. Quand vous regardez le bilan de Paprec aujourd'hui, donc j'ai 1 milliard d'actifs matériels, mais j'ai 500 millions d'actifs immatériels qui sont l'ensemble des goodwill. Alors c'est assez drôle, parce que les goodwill des boîtes que j'ai rachetées sont à l'actif de mon bilan, et les goodwill que j'ai créés n'y sont pas. Par nature, si on a écouté le prof tout à l'heure, c'était d'ailleurs exactement ce qu'il disait. Donc la seule solution pour qu'ils apparaissent un jour à mon bilan, c'est que mes enfants, parce que moi je ne veux pas le faire, vendent la boîte, et à ce moment-là, dans le bilan des gens qui l'auront racheté, il y aura le goodwill Paprec, et on pourra regarder s'il est supérieur ou pas
Bon, c'est pas au programme de mes enfants non plus. Et puis, je voulais vous parler de l'informatique. Et déjà d'autant plus que, pour ne rien vous cacher, j'ai acheté ce matin ma première start-up, donc, ou participer à une start-up dans mon métier. L'informatique, parce que, en même temps que j'ai démarré Paprec, j'avais une intuition qui était, ça rejoindra le cours du prof, le fait que avoir un système de gestion, d'information très bien organisé, ça pouvait être une clé de l'avenir. Et donc j'ai énormément investi, pour ne rien vous cacher. Même après avoir quitté la Générale des Eaux pendant 5 ou 6 ans, j'ai continué à piloter les développements dans le déchet pour le compte à la fois de ma boîte et de la Générale qui ne voulait pas me perdre sur ces sujets parce que je croyais à quelque chose. Et alors là, je peux vous dire, là aussi pour les entrepreneurs, que c'est une énorme force aujourd'hui, parce qu'au fur et à mesure où j'ai racheté les entreprises ou créé des nouvelles usines, j'ai mis mon système d'information en place. Et donc aujourd'hui, à l'heure j'ai un atout formidable, c'est que j'ai uniformisé tous mes systèmes de gestion progressivement, et qu'au moment où je dois faire des applis, je vais vous donner un exemple sur votre iPhone, là, si vous voulez commander une benne, vous cliquez un peu comme pour Uber, là, et puis vous pouvez obtenir une benne de Paprec, pour vous donner un exemple. Mais ça, comme j'ai uniformisé mes systèmes de gestion, j'arrive à l'implanter partout dans toutes mes usines, et dès que je rachète quelqu'un, première chose que je fais, des fois ça me prend plus ou moins de temps, mais c'est implanter mon système de gestion pour que derrière tous ces outils arrivent à la suite. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long sur le monsieur Jourdain. Puis s'il y a des questions, je réponds aux questions. Bon, écoutez, en tout cas, je crois qu'on peut vous applaudir parce que vous avez un parcours remarquable. Et ce que vous nous expliquez sur les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on en voit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. C'est souvent une variable d'ajustement. On n'y fait pas trop souvent attention. Et donc, non, je crois que c'est pas vrai. Je vais vous dire, moi, j'ai une vision très positive de ce qui se passe. Je pense que... En général. Je pense que... Non, je pense honnêtement que la fin du XXe siècle a montré un cynisme patronal absolument insupportable, avec un certain nombre de choses qui se sont passées à ce moment-là qu'on n'aurait jamais dû accepter. Je pense que ça a bougé au 21e, et je pense que ça va encore plus bouger, et je vous dirais encore plus, par exemple, en ce moment, on sent très nettement la reprise en France. On sent qu'on a des difficultés de recrutement, je ne sais pas si c'est le cas dans la salle pour d'autres, mais en tout cas, c'est mon cas. Et là, tout d'un coup, on découvre que des pratiques valables, une notoriété, ça vous aide à recruter des gens. C'est-à-dire que c'est très important. Et les gens, aujourd'hui, ils recherchent à la fois une boîte qui a du sens et une boîte qui les considère. C'est très important. Pour moi, vraiment, je crois à cette valeur, c'est-à-dire qu'on peut appeler respect, je ne sais pas, on peut lui donner plein de noms, et c'est absolument fondamental. C'est une demande du pays général, mais c'est une demande de nos salariés extrêmement forte. Et je ne crois pas du tout que le cynisme qu'on a connu va permettre d'ouvrir des horizons en 2020, en 2030. Je crois au contraire que des pratiques patronales respectueuses des gens, respectueuses de l'environnement, s'inscrivent dans ce qu'il faut faire. Alors... Merci beaucoup pour cette belle vision comme conclusion. Donc, on vous applaudit encore une fois.